Bonjour, je vais corriger la partie A du DNS3. Donc voici l'énoncé. Alors ce sujet est inspiré, non, c'est quasiment un copier-coller d'un sujet de concours, donc j'ai enlevé toutes les questions que vous ne pouvez pas encore faire, ce qui fait que certaines questions tombent un petit peu comme ça, comme un cheveu sur la soupe, mais ça, bon, on va dire chaque chose en son temps. Alors dans cette partie-là, ce qu'on traite, c'est le dosage d'un laiton. Le laiton, c'est un alliage de cuivre et de zinc. Et donc, pour savoir, c'est une caractérisation du matériau, quel est le pourcentage massique de cuivre. On commence par dissoudre les laitons dans l'acide nitrique, et puis après on fait un dosage. Donc quand vous avez un sujet comme ça, ce qui est bien de faire, c'est, ne serait-ce qu'au brouillon, c'est de voir un petit peu ce qui se passe, d'imaginer un petit peu l'expérience. Enfin, en tout cas, moi, je procède ainsi. Donc, dans un Erlenmeyer, donc ça ressemble à ça. Donc, ce que je fais là, c'est pas demandé. Hein, ce n'est pas demandé. Hop, je vais y arriver. Donc voilà, j'ai dessiné les Erlenmeyer. Vous mettez un morceau de laiton, donc pas très grand. C'est plutôt jaune le laiton. Donc on va dire 0,5 g de laiton. Vous mettez de l'acide nitrique dedans. Vous en mettez un volume qui est noté 5 ml d'acide nitrique. L'acide nitrique, c'est HNO3. Et ça va complètement, ça va dissoudre le laiton. Et on va avoir un dégagement brunâtre de, bon là je le mets cette couleur, de NO2. Donc au départ, ce qui apparaît, c'est du NO, mais avec le dioxygène de l'air, tout de suite il se transforme en dioxyde d'azote. Et la coloration, donc au bout de 5 minutes, la solution qu'on obtient, donc mettez un peu d'acide nitrique là, la solution, elle est une légère coloration bleue. Donc on a un truc comme ça. Donc au bout de 5 minutes environ, l'échantillon est totalement dissous, et ce qu'on fait, c'est qu'on rajoute de l'eau pour que le volume total ce soit 200 ml. Donc il y a un trait de jauge ici à 200 ml, et vous remplissez l'ensemble. Et ça, la solution qu'on obtient, c'est la solution S1. Donc voilà, c'est bien de se le représenter. Ça m'a pris quelques minutes, mais c'est quand même pas mal de le faire, parce que ça permet de bien lire l'énoncé et de s'approprier toutes les données de l'énoncé. On vous demande d'écrire l'équation entre le NO3- et le cuivre. Alors je vais vous présenter deux méthodes pour le faire. Donc vous avez NO3- d'un côté, NO3- du cuivre. Alors le cuivre, je le note comme ça. Donc le laiton, c'est un alliage cuivre-zinc, donc mais le cuivre, en fait, c'est comme du cuivre métallique, c'est-à-dire qu'il n'est pas chargé. Et ça, on sait que ça donne, c'est une indication d'énoncé, il se forme du monoxyde d'azote qui va devenir ensuite du NO2. Et puis voilà, c'est évidemment du Cu de plus. Et tout ça se passe en solution aqueuse. Donc il y a forcément de l'eau. Et il y a aussi DH+. Voilà.
Et la question est là, il peut aussi y avoir de l'eau de l'autre côté. Donc pour l'instant, je mets l'eau ici, mais si ça se trouve, l'eau va se retrouver de l'autre côté. Et donc la question, c'est quels vont être les coefficients stoichiométriques qu'on doit mettre pour que l'équation soit équilibrée au niveau des charges, au niveau des éléments chimiques. Donc ça, on peut le faire d'une première méthode où on va nommer tous les coefficients stoichiométriques et on va les trouver en écrivant des petites équations. J'ai recopié l'équation pour que ce soit un peu plus lisible. Et les coefficients stoichiométriques, allez, je mets alpha, bêta, gamma, delta, epsilon et eta. Ce que je peux faire, c'est fixer gamma à 1. Voilà. Gamma, je le fixe à 1. Ce qui fait que je vais peut-être avoir des coefficients stoichiométriques qui sont fractionnaires. Donc ça, c'est pas grave, on multipliera par ce qu'il faut pour que ce soit des entiers. Si gamma vaut 1, forcément epsilon, il vaut 1. Parce qu'il doit y avoir autant de cuivre à droite qu'à gauche. Ce qui fait que ça se simplifie un petit peu. Et on doit écrire qu'il y a autant d'hydrogène de chaque côté. Donc pour l'hydrogène, on a 2 alpha plus bêta qui est égal, donc du coup l'eau est forcément du mauvais côté, qui est égal à 0. Alors ce que je fais comme méthode là, donc je vais avoir forcément alpha qui est négatif, forcément. Donc ce que je peux faire, donc soit ça me dérange pas que alpha soit négatif, en fait comme c'est comme une égalité, hein, une équation chimique, je passerai l'alpha H2O de l'autre côté, et ça fera moins alpha H2O, et là ça ira. Une autre solution, c'est que je le mets d'autorité de l'autre côté, plus alpha H2O. Voilà. Et ça modifie l'équation qui est là. Le travail que je fais, c'est un travail qui pourrait être fait au brouillon. Donc ça fait bêta, c'est 2 alpha. Pour le cuivre, donc ça c'est bon. Pour l'azote, donc il y a delta d'un côté et eta de l'autre. Donc delta, ça vaut eta. Et enfin, pour l'oxygène, et je crois que j'aurais fait tous les éléments chimiques, donc ça fait 3 delta. C'est égal à eta. Sauf erreur. Ouais, non, c'est bon. Et il me reste, c'est important, les charges. Si on regarde les charges, vous avez bêta moins delta qui est égal à 2. Oui, c'est ça. Ouais. Et donc on a un petit système qu'il faut résoudre. Et donc, on va chercher une solution. Donc, je me rends compte que j'ai oublié pour l'oxygène, j'ai oublié alpha. Donc je vérifie que j'ai pas fait d'erreur. Pour l'hydrogène, donc il y a l'hydrogène là et là. Ensuite pour l'azote, ça c'est bon. Pour l'oxygène, delta égale eta plus alpha, et pour les charges. Ok. Alors quand on a un système comme ça, donc il y a la solution j'y vais à tâtons, donc en fait j'essaye, bon, je vais toujours finir par trouver, mais ça peut être un petit peu long. Sinon il faut être un petit peu systématique. En fait, en mathématiques, ce genre de système, on verrait tout de suite un système linéaire d'équations. Et donc on pourrait écrire une matrice et on sait qu'on peut le résoudre en fait. Moi ce que je vais faire, c'est faire les choses un petit peu plus simplement. Je vais commencer par déterminer, disons, delta. C'est-à-dire j'en choisis un. Voilà, c'est delta. Et donc je vais me débarrasser de tout ce qui n'est pas delta. Je vais le faire au fur et à mesure. Donc pour y arriver, je vais isoler ce état là. Donc je vais à chaque fois indiquer l'élément que j'isole et que j'élimine. Et je vais le remplacer dans toutes les équations pour faire disparaître état. Donc ça donne ceci.
Donc bêta égale 2 alpha, cette équation, elle n'est pas modifiée puisqu'il n'y a pas état. Donc état égale delta, ça je l'utilise. 3 delta égale, ben, je remplace état par delta, plus alpha. Bêta moins delta est égal à 2. Donc je reprends. Et donc ce système-là, je vais continuer sur la page suivante. Donc moi je fais un truc que vous ne pouvez pas faire dans votre copie, c'est recopier un système d'équations comme ça, d'une page sur l'autre. C'est souvent source d'erreur ça, quand on doit recopier une équation d'une page du recto au verso. Ce que je vais faire maintenant, je vais me débarrasser de bêta. Allez. Donc je vais me débarrasser de bêta dans cette équation-là. Ça donne quoi? Ça donne 3 delta. En fait, je vais simplifier cette équation-là après tout. Ça fait 2 delta égale alpha. Ensuite, bêta, bah, ça vaut 2 alpha. Moins delta, ça vaut 2. Et enfin, donc là j'y suis presque. Hein. J'ai même pas besoin d'accolade puisque je vais n'avoir plus qu'une équation. Je vais isoler alpha dans cette équation-là. Et ça me donne 4 delta moins delta égale 2. Donc j'en déduis que delta ça vaut 2 tiers. Si delta vaut 2 tiers, et ben je peux en fait en déduire tous les autres. Je peux avoir bêta, je peux avoir alpha, donc ça va aller assez vite maintenant. J'ai fait le calcul pour bêta. On peut en déduire alors alpha. Alpha c'est bêta sur 2, donc ça fait 4 tiers. Donc j'ai déterminé bêta, delta et état et alpha. Donc il me reste à déterminer état. Et pour avoir état, je vais utiliser delta, ça vaut état. Voilà. Donc état, ça vaut delta, donc c'est 2 tiers. Donc si on remet, si on recolle tous les morceaux, bêta H+, donc bêta ça vaut 8 tiers. Tiers de H+, plus le cuivre plus delta. Delta ça vaut 2 tiers NO3-. Je ne l'ai pas précisé, mais quand je parle d'asymétrique, en fait il y a le H+, et le NO3- sont dissociés en solution aqueuse. C'est un acide fort, sauf erreur. Donc le H+ est d'un côté, le NO3- de l'autre. Donc c'est égal Cu2+, plus 2 tiers de NO, plus alpha, plus 4 tiers de H2O. Et ça me donne finalement l'équation suivante. Et bien sûr, ce que je vais faire de manière évidente, hein, c'est les coefficients stoichiométriques fractionnaires, enfin on évite quand même. Donc finalement, ça me donne 8H+, plus le 3 cuivre, plus 2 NO3-, ça vaut 3 Cu2+, plus 2 NO, plus 4 H2O. Voilà. Donc finalement, voilà, c'est une question qui a demandé un petit peu de travail, hein, c'était pas immédiat. J'ai proposé une deuxième méthode qui utilise les réactions d'oxydoréduction. Donc ça c'est un chapitre qu'on fera en fin d'année, mais normalement ça doit déjà vous dire quelque chose. Donc je vais proposer donc une deuxième méthode. Avec les demi-équations. Demi-équation, et ça c'est de l'oxydoréduction. Donc quelque chose que vous avez vu déjà. Réduction.
Donc les couples que je mets en jeu, c'est d'un côté NO3-, NO, et de l'autre côté, et la demi-équation, ça donne quoi? Ça fait... Alors, je ne me préoccupe pas du côté où sont les électrons. Donc, je mets NO3- et NO. Donc, je vérifie qu'il y a autant d'azote à droite, à gauche. Je complète par de l'eau. Ici, il faut que je mette 2 molécules d'eau. Mais quand j'ai fait ça, je me rends compte que j'ai rajouté des hydrogènes. Donc, je mets 4H+. Et normalement, il faut mettre 3 électrons ici, sauf erreur, pour que l'ensemble soit neutre. Donc ça c'est bon. Ensuite je passe à l'autre couple. C'est Cu2+, Cu. Et l'équation, bah, c'est assez facile, hein, c'est Cu2+, plus 2 électrons, ça donne Cu. Et il faut s'arranger pour que les électrons disparaissent, hein, parce que les électrons là, ils vont pas se balader en solution aqueuse, donc l'échange doit se faire directement, donc il faut qu'ils disparaissent. Il faut que je mélange ces deux équations. Alors ce que je peux faire, c'est multiplier cette équation par 2, et cette équation, je la multiplie par -3. Comme ça, les électrons ils vont passer de l'autre côté. Il y aura 6 électrons échangés en tout. Et quand on fait le résultat, ça donne donc 4 fois 2, donc 8H+. On peut déjà écrire le résultat. 8H+. Plus 2 NO3-, plus 3 cuivres. Comme j'ai multiplié par -3, le cuivre, ça revient à renverser l'équation. Les réactifs deviennent des produits et inversement. Ça vaut 2 NO, plus 4H2O, plus 3 Cu2+. On voit que c'est un petit peu plus rapide quand même, hein, comme façon d'obtenir le résultat. Avec les demi-équations, on a quasiment rien écrit en fait. Alors que quand on fait un système d'équations, on peut aussi faire des erreurs ici, bien sûr, hein, mais quand on écrit un système d'équations, on peut faire des petites... D'ailleurs, j'ai fait une erreur au début, hein, j'ai oublié un terme. Donc ça... Le gros avantage de tout ça, c'est que quand on a fini la question, on vérifie que tout va bien. Donc on vérifie qu'il y a bien autant d'hydrogène à droite qu'à gauche, qu'au niveau des charges, ça colle. Hein, il y a 6, voilà, vous pouvez vérifier, hein, il y a tout qui colle. Hein, ça, c'est un gros avantage de ce genre de questions, c'est qu'on peut se corriger à la fin. Et il faut se corriger à la fin, parce que si vous faites une erreur là, tout ce qu'il y a derrière, c'est faux. Donc je continue Normalement, j'ai répondu à la question 1, contact de l'air, voilà, l'équation, un petit peu de temps. Là, j'ai enlevé pas mal de questions, donc on vous pose une question un petit peu comme ça tombe comme un cheveu sur la soupe. Ce qu'il y a derrière cette question, c'est le Cu+, c'est quelque chose qui est instable en solution. Hein, dès qu'il y a du Cu+ en solution, ça va donner du cuivre solide et du Cu2+. Pour stabiliser les cuivres 1 en solution, on peut rajouter des I-, donc des ions iodures, qui vont former un précipité, et une fois que ce précipité est formé, en fait, ça stabilise ce degré d'oxydation là. Ça c'est important en chimie quand vous avez une espèce qui est instable, et que vous en avez quand même besoin et qu'il faut la stabiliser. Donc il y a des astuces comme ça, où vous prenez l'espèce qui est instable et vous la mettez dans un édifice qui va stabiliser la structure. Dans un édifice qui est très stable, et du coup ça stabilise l'élément qui était au départ instable. Donc l'équation que je dois écrire, je peux commencer par écrire la demi-équation entre Cu2+ et Cu+. Et je fais la même chose pour I-. Donc ça donne I2 plus 2 électrons, ça donne 2 I-. Et ce que je vais faire, c'est multiplier par... ici, je vais multiplier par 2. Et ici, je multiplie par -1.
Et ça me donne l'équation suivante. Cu2 plus enfin 2Cu2 plus 2I moins, ça donne 2Cu plus I2. Or, on a dit que ce truc il est instable. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais rajouter des I- pour former le solide Cu8. Et ça donne le résultat suivant. Ça fait 2Cu2 plus 4I-, je rajoute 2I- à droite et à gauche. Et comme ça, je peux former cette espèce-là, qui est un précipité, c'est solide, plus I2. Voilà. Et du coup, cette réaction, elle a un sens. Elle peut exister en solution, hein, on peut la prendre en considération. Voilà pour cette question. Ensuite, vous avez tout un protocole. Donc là, une fois de plus, vous avez intérêt à prendre un petit peu de temps pour comprendre ce qui se passe. Donc je vais faire des petits dessins, je vais essayer de comprendre, comme si je faisais la manip, ce qui se passe. Alors j'ai modifié un petit peu l'énoncé, donc j'ai rajouté des informations, notamment cette équation-là, je l'ai rajoutée. Donc il y a un certain nombre de données qui sont en plus, hein, pour que le sujet soit un petit peu plus simple. Hein, mais sachez que le jour du concours, il y a des informations qui ne sont pas présentes. Hein, donc c'est un petit peu plus difficile. Voilà, donc je vais maintenant... Non, je vais juste un truc. Je vais sous forme de dessin, donc c'est quelque chose que vous pouvez faire au brouillon. C'est comprendre un peu ce qui se passe. Donc j'ai ma solution S1 de départ, dont son Erlenmeyer. J'ai 200 ml de solution. Ça c'est S1. Et je rappelle que le volume total, c'était 100 ml. Et je prélève 10 ml, donc je l'appelle V1. Donc ça, ce que je fais là, c'est important, parce que ça me permet de prendre connaissance des notations. Et ce volume, je vais le placer dans un bécher pour faire un dosage. Donc voilà, donc j'ai mon bécher et je vais faire un dosage. Donc je peux compléter un petit peu là. Agitateur magnétique, le barreau aimanté qu'on met dedans. Ici j'ai la burette graduée. Dans lequel ce sera indiqué après dans l'énoncé ce qu'on va mettre. Donc j'en étais où? Alors on met 10 ml dans ce bécher là de la solution A5. Ce qu'on rajoute aussi, c'est du KI. Et on rajoute 10 ml. Donc c'est V2 égale 10 ml de KI. Et le KI se dissocie. En solution, ça fait K plus d'un côté. Lui, il va être spectateur. Donc tout ça, c'est pas indiqué. Le protocole, c'est uniquement... voilà, vous faites ceci, vous faites cela. Mais il n'y a aucune explication. On vous dit pas, quand on vous donne un protocole, on vous dit pas pourquoi on fait ceci ou cela. Donc c'est à vous de comprendre que ce truc-là, en fait, il est mis en excès. Donc on vous donne la concentration de I-, je crois que c'est 0,5 mol par litre. Donc c'est un truc qui est bien concentré. Et en fait, on s'en fiche de... Ça aurait pu être 0,6. J'aurais pu mettre 11 ml, c'est pas grave. Ça, c'est pas du tout gênant. Ce qui est important, c'est que le I- soit en excès. Donc ça, ce n'est pas indiqué dans l'énoncé. Donc c'est à vous de savoir ce genre de choses. On rajoute de la soude pour travailler en milieu basique. Donc c'est NaOH, la soude. Et là aussi, on a une dissociation. D'un côté, on a Na+, qui va être spectateur.
et de l'autre OH- qui fait que le pH il va être très bas. Donc vous avez la solution. Alors on vous donne des détails expérimentaux. Si je reviens, on a un léger précipité. Donc là, on vous explique, l'ajout de soude permet de minimiser la réaction, etc. de I2 en I- par les ions NO3-. Parce qu'en fait, quand on fait ce dosage, on va transformer du I- en I2. Et donc il ne faut pas qu'il y ait des réactions parasites. Voilà, tout simplement. Et on rajoute une goutte d'acide nitrique pour faire disparaître le précipité. Donc je vais la mettre en vert. On prend une petite pipette là. Donc HNO3. Lui aussi qui se dissocie, hein, ça fait H plus d'un côté. Et NO3- de l'autre. Voilà. Et ce qu'on met dans la burette graduée, on met du thiosulfate, c'est ce truc là. Donc cette manip là, c'est quasiment sûr que vous l'avez déjà faite. Et on utilise aussi de l'emploi d'amidon, c'est un indicateur coloré. Et la concentration de thiosulfate est notée C3 et elle vaut 2,5 fois 10-2. Donc dans la burette graduée, on met du S2O3 2-, et sa concentration c'est 2,5 fois 10-2 mol par litre. Et cette concentration elle est notée C3. Donc au niveau des notations, ça c'est important, je vérifie que je n'ai rien oublié. Ce V2 c'est 10 ml, ça c'est bon. C3, donc ça c'est bon. Et ce que vous devez comprendre, c'est que le cuivre 1 qui s'est formé va réagir avec I- pour former. Le cuivre 2 qui s'est formé va réagir avec I- pour former du cuivre 1 qui lui est stable. Et ensuite on va doser le diode formé. Donc pour faire simple, on peut le représenter comme ça. On a au départ du cuivre et on le transforme en Cu2+. Et le Cu2+, il réagit, alors je vais mettre comme ça, plus I-. Donc ça, c'est pas une réaction chimique. Hein. Ça donne du Cu, donc c'est équivalent à du Cu+. Donc là, je mets des gros guillemets. Hein. Ça, c'est le truc qu'on fait au brouillon. Hein. Et je vais y arriver. Et ça forme aussi, ça c'est important, du diode. C'est ce truc-là qui m'intéresse. Donc au départ, j'ai du cuivre que je transforme en Cu2+. Le Cu2+ donne du I2. Et ensuite, on dose le I2. Voilà, donc je ferme les guillemets, donc ça c'est le truc qu'on fait au brouillon. Hein. Donc c'est assez courant en chimie de passer d'une espèce à une autre avec des réactions d'oxydoréduction et de finir par un truc qu'on sait doser assez facilement. Le diode c'est pas mal. Donc voilà, je pense avoir fait le tour du protocole. Après le dosage par le thiosulfate, c'est un dosage classique. On verse le thiosulfate et le diode est très coloré. Et ce qui se passe, c'est que avec l'emploi d'amidon, dès qu'il y a une trace de diode, on le voit tout de suite, puisque c'est un indicateur coloré. Et lorsque on rajoute une goutte de S2O3- et que la solution se décolore et que c'est persistant, c'est qu'on a atteint l'équivalence. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de I2 dans la solution. Donc c'est un dosage qui peut se faire à la goutte près. Donc c'est assez précis hein, quand on s'y prend bien. Et on verse un volume V3 de thiosulfate pour obtenir l'équivalence. Ensuite, on peut répondre aux questions. Alors, la première question, c'est calculer le pH d'une solution à 10-2. Et en fait, j'utilise le fait que H3+ fois OH-
c'est 10 moins 14. Donc H3 plus, c'est 10 moins 14 sur 10 moins 2. Donc ça fait 10 moins 12. Et quand vous calculez le pH, moins log de H3 plus, on a un pH qui vaut 12. Voilà, donc ça c'est une petite question. Dans le cas de la soude, c'est simple puisque c'est une base forte, donc l'hydroxyde de sodium se dissocie complètement. Donc si vous mettez une certaine quantité de NaOH, et ben vous aurez la même quantité de OH- dans la solution. On vous demande maintenant de compléter le tableau d'avancement. On vous dit que I- est en excès, donc ça c'est une information qu'il faut connaître. Et on vous demande la quantité initiale de Cu2+. Donc je reprends mon petit dessin. J'ai pris 10 ml d'une solution, et la concentration de cuivre là-dedans, je la note C de Cu. Donc c'est simplement V1 fois la concentration de Cu. Il n'y a pas de diode et non plus le C8 est absent. J'écris, donc je complète le tableau d'avancement, donc c'est V1 Cu moins 2x, x et 2x. Et la réaction, elle est quantitative, en fait, c'est suggéré ici. Ce qui fait que à l'équilibre, cette quantité, elle est quasiment égale à 0. C'est epsilon. Donc, ce que je vais dire, c'est que ce truc-là, c'est environ égal à 0. Hein, toute bonne réaction de dosage, en fait, fonctionne comme ceci. Hein. Et s'il en reste un petit peu, je m'en fiche, c'est pas très grave. Parce que la quantité est vraiment complètement négligeable. Ce qui fait que j'ai x qui vaut... je suis en train de faire la question suivante. X, ça vaut V1 fois Cu sur, C de Cu sur 2. Voilà, j'encadre le résultat. Et ici, c'est C de Cu. Donc je passe à la question 6. La quantité de diodes formée, en supposant qu'il n'y a pas d'autres sources de formation de I2, hein, c'est indiqué dans l'énoncé, c'est pour ça qu'on rajoutait de la soude. Je peux commencer à compléter ce tableau d'avancement. Donc ici j'ai V1 fois Cu sur 2. Concentration de Cu sur 2. Le SO3-, j'ai versé, donc je peux reprendre le schéma, donc je verse un certain volume qui est noté V3 à l'équivalence, donc ça il faut l'information, elle est indiquée ici hein, dans le protocole. Donc c'est V3 pour la concentration de thiosulfate qui était notée C3. Et ici on a 0 et là il y a déjà quelque chose. Allez, je mets N0 ou carrément je complète pas. Ouais, je mets N0. En fait, je m'en fiche un petit peu des I- qui sont encore présents parce que je les avais mis en excès au départ. Donc si on a un peu plus ou un peu moins, c'est pas très grave. Une fois de plus, j'ai une réaction qui est quantitative vu que j'ai une constante qui est très grande. Donc la réaction va se faire avec il y aura un réactif limitant qui sera en très petite quantité à la fin. Donc c'est V3, C3 moins 2x. Donc on sépare bien les différents éléments. Et ici, ça m'intéresse moins, évidemment. Là j'ai x et là j'ai 2x. N0 plus 2x, mais je m'en fiche en fait. Hein, ce qui se passe ici, du côté des produits, ça ne m'intéresse pas. À l'équivalence, ça c'est important.
lorsqu'on a un dosage, à l'équivalence, les réactifs sont épuisés en même temps. Alors la manière de le dire, c'est à l'équivalence, les réactifs sont introduits en proportion stoichiométrique. Et quand je vais écrire ça, j'aurai une petite équation qui me permettra d'en déduire la concentration de cuivre initiale qu'il y avait dans ma solution S1, et donc d'en déduire la masse de cuivre dans mon morceau de laiton. Voilà, donc j'ai une petite phrase qui est la bienvenue. Donc, à l'équivalence, les réactifs sont introduits en proportion stoichiométrique. Alors, je le dis simplement, ce qu'il faut écrire, c'est la première phrase. La deuxième phrase, c'est juste pour le dire avec des mots plus simples. Donc, ça veut dire que à l'équivalence, ça vaut 0, et ça vaut 0 à l'équivalence. Et ben, il suffit simplement d'écrire ce que vaut x. Ça vaut V3, V1, C de CU sur 2, mais ça vaut aussi V3, C3 sur 2. Et donc j'ai mon équation, c'est V1, C de CU égale V3, C3. Et donc c'est le genre d'équation, vous avez certainement dû déjà l'écrire. Il faut juste faire attention, c'est les genres d'équations qu'on rencontre dans les cas le plus simple de dosage, où le volume de solution titrante versée, il faut la concentration, c'est le volume que j'ai prélevé, il faut la concentration que je ne connais pas. Et il faut faire attention, suivant la réaction de dosage, il peut y avoir des coefficients stoichiométriques qui jouent un peu les troubles faits, c'est-à-dire que tout d'un coup on va avoir des coefficients stoichiométriques différents de 1 qui apparaissent. Alors on était quasiment dans ce cas-là, puisqu'il y avait un demi qui du coup s'est simplifié. Mais a priori il aurait pu ne pas se simplifier et on aurait eu dans ce cas un 2 qui traîne quelque part. Donc ce qui est important c'est ça. Hein. C'est à l'équivalence, les réactifs sont introduits en proportion stoichiométrique, on écrit correctement l'équation de dosage et a priori tout va bien. Donc est-ce que j'ai... non, j'ai pas encore répondu à la question, puisque moi ce qui m'intéresse c'est la quantité de cuivre qu'il y avait dans la solution S1 dans la solution que j'ai bien énoncée. Oui, donc ce que je veux c'est la quantité de cuivre qu'il y avait dans mon morceau de laiton, donc dans la solution S1 en entier. Donc ce que je vais faire, c'est des petits calculs. La concentration de CU, ça vaut V3, C3 sur V1. Donc j'en déduis la quantité de cuivre. Et ben c'est la concentration fois le volume. Et le volume de la solution S1, c'est VF, donc c'est V3, C3 sur V1 fois le volume de la solution S1 qui est noté VF. Alors ce que j'aurais dû faire c'est encadrer le bon résultat. J'ai encadré le mauvais résultat. Donc bon, c'est pas très grave. Hein. Si c'est pas une catastrophe on va dire. Mais normalement il faut toujours que j'encadre le résultat qui répond à la question posée. Et la question posée c'est la quantité de cuivre. Donc voilà, ça c'est la réponse à la question posée. On va faire une petite application numérique. Donc égal. Voilà, j'ai fait l'application numérique. Je trouve 0, ah j'ai oublié un 0. Donc c'est 0,00555 mol par litre. Voilà. Donc maintenant, on peut calculer le pourcentage massique, donc c'est la dernière question. Hein, je recopie le résultat. Le nombre de cuivre, c'est 0,00555 mol dans 0,5 g de laiton. Et comme la masse molaire du cuivre,
là on en a besoin. Voilà, donc j'ai la masse molaire du cuivre, et donc j'en déduis la masse de cuivre. Donc une petite application numérique à faire, donc c'est 63,546 fois 0,00555. Donc ça donne quoi? Voilà, je trouve une masse de cuivre qui vaut 0,353 grammes par rapport aux 0,5 grammes de départ. Et donc ça fait un pourcentage massique de cuivre qui vaut donc 100 fois 0,353 sur 0,5. Et on fait l'application numérique. Et je trouve 70,5% en masse. Donc c'est... Voilà. Ça correspond à l'indication, à l'information qui est donnée dans l'énoncé. Donc normalement j'ai fini cette partie-là. Je vérifie qu'il n'y a pas d'autres questions. Et normalement c'est bon. Ouais. J'ai fait le tour de cette partie. Voilà. À bientôt.